Et c'est et c'est parti du coup pour la présentation d'ouvrage KAE avec Michael Kor maintenant sous le chapiteau, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tu peux y aller Michael. Ah, j'ai pensé que tu viens avec moi discuter un peu. Non, non, on m'a mis à d'autres exercices. Okay. Kaohonu oto pautu tene. Ah. Moi, je m'appelle Michael Koch. Je suis allemand, Purutia, Heremania, comme on dit en tahitien. Et puis, je travaille sur un carnet de Karl von den Stein, cette fameuse ethnologue, médecin, psychiatre, qui a fait ses recherches aux Marquises fin du 19e siècle. Et grâce à lui, beaucoup d'informations sur la culture marquisienne ancienne, ancestrale, ont survécu. Et on ne peut pas imaginer un seul endroit, par exemple, où on fait des tatouages sans ces livres. Même, et les mythes, ils sont moins connus. Et moi, j'ai travaillé sur le carnet, parce que dans les carnets, grâce à Robert Denis König, ici présent, et à la famille de Karl von den Stein, j'ai accès à l'original. Et dans mes livres, c'est le troisième d'une série des 4, le carnet est rendu visible pour tout le monde, soit les textes écrits par lui en crayon papier dans son carnet, sur les dictées des Marquisiens. Ah, bien sûr, après, il a aussi posé des questions, on voit bien comment il a tatiné aussi, parce que, bien sûr, il ne maîtrisait pas la langue. Et puis, la chose qui est intéressante, c'est que la première traduction en français de ces mythes, c'était basé sur la traduction allemande de Karl von den Stein. C'était déjà une sorte de deuxième main, si on veut dire. Et maintenant, on a une traduction, et ça, c'est le livre est construit comme ça. On a d'abord le carnet, après une transcription de ces textes comme lui, il a écrit, côté gauche, après, côté droite, ma transcription de marquisien contemporaine, comme un scientifique le fait avec les glottales et les longueurs des voyelles. Et puis après, on a une écriture, moi j'appelle ça l'écriture populaire. Comme les Marquisiens écrivent leur propre langue, ils s'en fichent royalement de l'académie ou des scientifiques. Ils sont une certaine manière de découpage phonologique. Et puis une nouvelle traduction. Et bien sûr, on a aussi une biographie de Karl von den Stein, parce qu'il ne faut pas non plus oublier Karl von den Stein, c'était son dernier grand travail aux Marquises. Avant, il a fait déjà 2 expéditions en Amérique du Sud. Il a rencontré des gens qui n'ont apparemment jamais vu avant des Blancs. C'était quelqu'un qui était aussi capable de s'adresser aux indigènes. Et c'est surtout, c'est lui un des premiers chercheurs qui a donné un crayon à un indigène pour faire des dessins. C'est-à-dire parce que son but, c'était quand même l'art. Il s'intéressait beaucoup pour l'art. C'était à l'époque un peu sa démarche. Et puis pour moi, le but, c'est rendre accessible des sources aux gens contemporains ici, qui s'intéressent ou pas. Ça, après, c'est pas moi qui décide ça. Et ça, je fais ça. Et ce livre de Sekai, quand j'ai entendu le sujet de Salon des livres, ça va être des héros, j'ai dit, ok, mais il y a aussi des héroïnes. On oublie ça souvent. Et surtout, dans une société comme la société marquisienne organisée matrilinéaire, c'est quand même des femmes qui jouent les rôles les plus importants. Et là, par exemple, dans ces manuscrits ou une autre, on trouve quelques remarques sur les généalogies et la parenté, où c'est clair, si une femme n'a plus de filles, la généalogie va s'arrêter. C'est assez intéressant, parce que malheureusement, pour nous, la grande difficulté, c'est que nous, on a un regard masculin depuis début du XVIIIe siècle sur les indigènes, très biaisé, c'est-à-dire la partie femme manque, on voit ça. Aujourd'hui, tout le monde connaît des images des guerriers avec les casse-têtes et tout ça, mais on a pratiquement très très peu des images des femmes, très peu. Et surtout, on a très peu de choses qui m'intéressent dans les mythes, la vie quotidienne des Marquisiens avant contact. Et là, il y a quand même pas mal des indices. On peut trouver, par exemple, l'importance de certaines plantes, l'importance de certains rituels.
et si on ne fait pas ça correct, la problématique qui va le suivre, si on transgresse le tabou par exemple, et des choses comme ça. Et ça, c'est tous dans les mythes, malheureusement aussi, aujourd'hui réduits à des contes de fées, mais les mythes, ce n'est pas les contes de fées parce que finalement, c'est la mythe-histoire. C'est une façon de raconter l'histoire. C'est la mythe-histoire qui est très très importante dans une société, il ne faut jamais oublier, une société sans écriture. C'est impossible de mémoriser tout, c'est-à-dire on doit trouver des moyens d'inscrire le mémoire dans le paysage par exemple, dans le pétroglyphe, dans le tatouage, dans les différentes choses. Et puis une des choses les plus importantes, c'est la parole. Et la parole maintient quand même une liaison avec le passé. Et si cette langue marquisienne en voie de disparition, il faut être clair, va disparaître, cette mémoire, c'est fini. Après, c'est une mémoire deuxième main, c'est-à-dire le blanc qui raconte ça. Mais c'est plus la façon marquisienne parce qu'il faut pas non plus oublier des langues, par rapport au concept était très très différente, voire la difficulté pour beaucoup de gens d'apprendre des langues polynésiennes parce qu'on doit se rendre en état d'enfant, apprendre une autre langue. Et c'est pas à l'école, en regardant un tableau, on apprend ça. Et j'ai donné ce titre Te Whenua Wahine, parce que normalement on parle toujours Te Whenua Enata ou Te Whenua Enata, même le titre de UNESCO. Moi je suis un des auteurs de ce dossier. On parle toujours d'Enata, mais ça c'est 100% européen, cette idée homme, être humain. On ne sait pas comment les Marquisiens ont considéré ça, parce que le terme Whenua Enata ou Whenua Enata ou Whenua Enana, ça c'est une invention récente, ça n'existait pas avant, parce que cette notion d'un ensemble géographique, ça n'existait pas avant. C'était la racine, c'est-à-dire où c'était le Tohua, où c'était le Ati, c'est-à-dire Hatiheu, ou plutôt, et ça c'était important pour où l'ancêtre a implanté son premier Ahu. Et ça, j'ai donné, ça c'est la raison, j'ai donné ce sous-titre Te Whenua Wahine pour rendre aussi hommage à des femmes, et surtout on a une femme très intéressante dedans, c'est Hina. Et Hina, c'est la femme qui va faire du surf avec Kai. Et c'est un motif qui vient déjà dans les failles, dans les livres de failles, qui est finalement rien d'autre, c'est le père de Kai, tous descendants directs de Tiki. Et ils vont faire du surf ensemble. Et la femme va se rajeunir et le monsieur va devenir un vieux monsieur. Parce qu'il est confronté avec un être qui le dépasse. C'est-à-dire l'éternité de la femme, voire le matrilinéaire et tout ça qui se reflète. Et l'homme nécessaire, à une certaine manière assez intéressant, parce qu'on a une description, quand il va atterrir à un endroit, j'ai fait des recherches surtout à Puamau, c'est pas une île de femmes, c'est un lieu à Puamau, il va atterrir là, et il vivent que des femmes qui vont coucher avec des racines des pandanus pour avoir des enfants, que des filles. Et donner naissance, ça veut dire une sorte de césarien, deux esprits vont les massacrer, ils vont sortir des bébés, la femme meurt. Hina tombe amoureux de Kai, ils couchent ensemble, elle tombe enceinte, elle devient enceinte, et puis un jour Kai elle va entendre, mais non, il y a une autre femme de nous qui est prête à donner naissance, et dit comment ça se fait, oui, elle explique, elle dit non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire on a par exemple une description précise comme les femmes avant contact ou très longtemps après, on donne naissance, avec des décisions absolument précises, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. C'est-à-dire, ça c'est la chose qui est intéressante, cette complémentarité, l'homme qui explique aux femmes comment on fait naissance, on met un bébé dans la lumière des jours, et puis après, bien sûr, Hina, l'enfant de Hina, c'est une fille. C'est une fille, on voit bien l'origine d'une généalogie. C'est le fils, et le fils va après repartir sur le dos d'un dauphin pour chercher son père. Le père, il est parti, le père part de cet endroit parce qu'il dit, je dois
suivre le protocole correct pour l'arrivée de mon fils. C'était planter certaines choses, planter des kava, planter des outé, planter le tau, toujours associé. Et puis le fils va venir et va chercher son père et après la chose est accomplie. Il y a une petite annexe dans cette mythe. Ça c'est le petit-fils de Kai qui s'appelle Potatemao. Et Potatemao va être capté par des gens de Puamao et puis il devient victime. Et là, la maman, Apekua, la belle-fille de Kai, si je ne me trompe pas, va faire une vengeance assez sanglante. Et là, par exemple, on a la description, construction d'un waka, combien de gens, c'est un waka qui peut porter 280 personnes, qui peut bloquer la baie entière de Puamao par rapport à la longueur. On a des endroits, tout ça. Et ça, j'ai dit la raison, ce qui est intéressant, les mythes, ce n'est pas des choses surnaturelles ou fantasmées, c'est une description historique d'une partie de la réalité vécue par les ancêtres des Marquisiens. C'est un peu ça. Et puis, ça, on va avoir une quatrième. Le premier, c'était Kena. Kena, il est issu de Hawaï, c'est encore une autre chose. Et après, on a la dernière, c'est Vehi'oa. C'est-à-dire, le travail qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment de rendre cette notion de mythe-histoire par le biais de ces récits, avec tous les problèmes qu'on a, et puis c'est un peu de travail, et c'est très, pour moi, c'est très, très gratifiant. Parce que ça ouvre quand même des horizons, on ne le touche pas assez ici, à mon avis. On a réduit plein de choses sur des analogies, voilà, c'est le trou dans la montagne, c'est ci, c'est là, machin, et puis c'est beaucoup plus complexe s'occuper des mythes. Et heureusement, et ça, il faut dire les choses comme elles sont, heureusement, Carl von Einstein a noté ça, parce que 30 ans plus tard, on a Handy qui finalement puise dans les mêmes sources que déjà Carl von Einstein. Et apparemment, l'île de Hivaoa est un lieu assez importante dans la culture marquisienne, avec des survivants de cette connaissance qui était déjà écrite aussi par quelqu'un qui vivait là-bas, une fille qui était déjà chez les bonnes sœurs, qui apprend à écrire, qui a noté son arrière-grand-père, et l'arrière-grand-père, c'était un des principaux aussi collaborateurs de Carl von Einstein, par exemple. C'est-à-dire, on a un fond, et toutes ces études que j'avais faites sont quand même, et c'était très utile dans les dossiers d'UNESCO, parce que le processus de l'UNESCO, c'est assez complexe, parce qu'on doit toujours donner la preuve, c'est quoi la valeur exceptionnelle universelle d'une chose. C'est-à-dire, vous avez un tohua, un seul tohua. Après, bon, on a déjà un tohua, mais on a un deuxième tohua, et ça c'est par exemple à Taoa. À Taoa, le grand tohua est devenu patrimoine mondial à cause des argumentations qu'on trouve dans ces mythes. C'était la connexion entre Puamao et Taoa. C'était pas l'architecture, parce que l'architecture de tohua, elle est assez semblante, si on veut dire, mais la raison, cette tohua est rentrée, c'est la mythe-histoire. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, l'immatériel joue un rôle quand même. Et là, par exemple, je suis assez content d'avoir achevé ça, qui était très difficile à argumenter. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas dans l'immatériel. C'est en train de changer, heureusement. On a encore l'UNESCO bien matériel, immatériel, divisé, mais ça va changer durant les prochaines années parce que c'est indissociable. Comme c'est indissociable on dirait, dans la façon, dans la perception du monde, dans la Weltanschauung, comme on dit joliment en allemand, nature, culture, la dissociation n'existe pas. Ça, on voit bien aussi, par exemple, Kena, c'est le nom d'un oiseau, Fai, c'est un nom de l'arrêt. Et cette connexion et cette division n'existent pas. Voilà, c'est un peu ça.
Vous avez des questions? C'est bon. Merci. Et puis, bien sûr, moi je suis là. Si vous voulez acheter le livre, je le dédicace, bien sûr, aussi. Et j'ai fait une autre intervention le samedi après-midi. Et pour terminer, à 16h30, c'est la rentrée d'école doctorale. Et moi, je reprends mes études. J'ai fait une thèse sur la mythe-histoire marquisienne, avec 71 ans. C'est-à-dire, c'est jamais trop tard pour apprendre des choses.